merci pour votre accueil. Et donc, aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit, la question est dense, le sujet est dense. Bienvenue à tous dans cette réflexion. Et c'est sûr qu'on ne bouclera pas la question à 17 heures. Donc, mon objectif, c'est très clair. Étant donné vos parcours multiples et surtout vos terrains d'action, il sera très important pour moi j'estimerais que la journée, vraiment, j'aurais répondu à mon propre objectif, c'est d'avoir pu vous donner un cadre, une direction dans laquelle réfléchir les problèmes langagiers à l'école où les enfants sont parfois démunis de ce côté-là pour tout simplement apprendre à l'école. Et donc, si ce cadre, si j'aurais pu, grâce aussi à mes référents, disons à tous les chercheurs qui fondent ma propre réflexion depuis 20 ans, si j'ai pu vous aider un petit peu par rapport à ça, pour moi, je serais vraiment très, très heureuse. Donc, on commencera par un exposé jusqu'à 10h15, avec un très, très peu d'échanges en cette partie-ci, et je terminerai mon exposé par des consignes pour les ateliers. Donc, après ça, une pause d'une demi-heure, 10h15, 10h45, on se lance dans des ateliers. Je crois que j'expliquerai exactement ce dont il s'agit. À midi, le repas et puis la mise en commun des ateliers. J'ai beaucoup insisté sur cette organisation du temps parce qu'il me semblait vraiment essentiel que vous ayez du temps pour vous trouver entre vous autour d'un sujet que vous rencontrez peut-être dans les classes, d'en discuter entre vous et puis de revenir dans la salle cet après-midi et de pouvoir disposer de 2h30, 3 heures pour qu'ensemble, on puisse en débattre et que moi, je puisse rajouter d'éventuels exemples et qu'on reste du côté très pratico-pratique de la formation. Donc, j'ai beaucoup insisté sur cette organisation-là de la journée. Alors, les derniers échanges entre 16h et 17h et puis, ma foi, à vous de jouer après. Donc, merci déjà de votre attention. Alors, voilà. Mise en bouche. Je vous laisse lire. Si vous avez de quoi noter ou mettre dans ce petit coin de votre tête, comment réagissez-vous? Je ne demande pas de réponse pour l'instant. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça peut être tout, dans toutes les directions. Je complique un petit peu. Je vais vous demander de lire le texte individuellement. Ensuite, avec vos voisines ou voisins de droite et de gauche, donc à peu près à 3, je vais vous demander de négocier à 3 la reformulation de ce texte. Donc, je vous laisse lire, puis à mon signal, avec voisin de droite, voisine de gauche, vous pensez à redire dans vos mots à vous. Bien, je vous propose d'échanger. Reformulez ce qui est sur le slide.
Je pourrais prolonger l'exercice. C'est en général un exercice par lequel je commence des journées de formation. J'y consacre en général une bonne heure. Je n'aurai pas ce temps malheureusement ce matin, mais je vais vous demander de réfléchir à ce qui vient de se passer. Facile, difficile, et vos réactions. Alors avant de partager un peu vos réactions, je vais vous demander si quelqu'un peut, en prenant une bonne voix, proposer une reformulation au texte médical qui précédait. Est-ce que quelqu'un ose proposer une reformulation? Alors, oui, madame. C'est tout? D'accord. Super, voilà. Bon, une autre reformulation? Oui, madame. Maladie dermatologique qui démange, se déplace et disparaît. Très intéressant. Et c'est ça que je fais en formation, c'est-à-dire que là, je prends les reformulations, on commence à comparer, à voir ce qui s'est passé sur un plan linguistique. Là, c'est intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Vos réactions. D'abord, le premier texte. Le premier texte fait suer les échalotes dans un peu d'huile d'olive. Et puis ici, l'urticaire. J'aimerais peut-être avoir quelques réactions à chaud. Ça vous fait quoi? Difficile? Voilà, quelques réactions comme ça, à brûle-pourpoint. Alors. Oui, madame? Le texte sur l'urticaire, on s'est posé la question de savoir s'il fallait reformuler pour des enseignants, pour des étudiants ou pour des élèves en UPE2A. Alors c'est sûr que si c'était pour des élèves UPE2A, moi j'ai eu le cas il y a quelques jours parce que j'ai travaillé sur un extrait de colloque dans le cadre de la nuit de la lecture sur le corps. Et il y a le mot démangeaison qui apparaît dans le dialogue entre le médecin et le tambour. Et le mot démangeaison en UPE2A, il est facile à expliquer finalement. On mime, ça gratte, point, ça suffit. Le premier texte, par contre, j'ai trouvé que la difficulté, c'était la polysémie des termes et la phonétique, parce que le nombre de TR, etc. Mais voilà, pour nos élèves du PE2A, le premier texte, il est incompréhensible. Merci pour votre intervention. On reviendra en tout cas à certains propos. D'autres réactions par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous attendiez à commencer l'exposé de ce matin de cette manière? Y a-t-il des réactions par rapport à vous-même et par rapport à ce qui est en train de se passer ici? Non? Pas d'étonnement? Oui. Ce sont des textes très pointus. Qu'est-ce que vous entendez par pointu? Voilà. Très médical, très spécialisé, très pointu. Oui, exactement. Donc, madame disait, c'est pas basique, c'est pas la conversation de tous les jours, c'est très pointu, c'est spécialisé. Hein, donc, oui, madame. Ça s'adresse à. C'est une question ou une affirmation? En tout cas, on peut se poser la question. Oui, très, très juste. Oui, madame. C'est le but premier de l'exercice, en fait, c'est de se mettre en décalage et de se mettre quelque part en empathie avec des enfants qui viennent de la maison, du quartier, qui arrivent à l'école, qui ne savent pas trop ce qui les attend et qui se retrouvent devant des textes et des discours à la limite auxquels ils ne s'attendent peut-être pas, auxquels ils n'ont pas été préparés, qui n'est pas attendu de leur part. Et donc, ce décalage qui existe, un décalage presque planétaire, parfois sidéral pour certains élèves, entre
le langage de l'enseignant, le discours de l'enseignant et ce qui va se passer dans leur tête à eux, donc, et leurs attentes à eux, et leur capacité ou non de s'adapter. Donc, je crois que là, on est vraiment au centre du problème, au centre de la question. Et donc, on va essayer d'y plonger. Donc, c'est un langage, qu'est-ce que c'est? Oui, alors hier, petite sémantique, enfin, sémantique, pas sémantique, mais plutôt phonétique, en Belgique, on parle de fleusco. Mais je sais que pour des raisons politiques, vous essayez d'éliminer le E. Donc moi, pour des raisons d'articulation, de facilité articulatoire, je vais garder fleusco ce matin. Voilà. Donc, qu'est-ce que le fleusco? On va essayer de voir que, en tout cas, on va se rappeler que c'est un langage qui est impacté par les parcours de vie, ça semble évident. On va en tirer, disons, une définition opérationnelle et on va rappeler, si besoin est, en tout cas, les spécificités qui sont à prendre en compte. Voilà. Il y a des évidences. En général, quand on parle du fleusco, c'est directement aux élèves allophones qu'on pense. Effectivement, c'était la question de madame qui dit « Mais ce texte-là, est-il adressé à des enfants francophones, francophones vulnérables? S'il est adressé à des élèves allophones, comment peuvent-ils faire ?» Mais l'école, c'est un peu ça quand même. Hein, voilà, j'ai pris un exemple d'un manuel de Pologne, de polonais, en polonais. Bon, si vous aviez à résoudre les exercices mathématiques qui sont proposés, comment feriez-vous? Pire encore, quand l'écriture vous est totalement inconnue. Donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle français langue étrangère, français langue seconde, et donc les élèves allophones, dans notre esprit, sont les premiers concernés par le fleusco. Pourtant, il y a des nuances à faire. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'élèves qui viennent dans nos écoles, qui baragouinent, qui communiquent en français, qui arrivent à s'exprimer en français, certes, mais quel français parlent-ils? Et donc, j'ai l'exemple ici que j'ai repris dans une publication de Boisseau, hein, Nathalie, 5 ans. Moi, je veux dire que quand on va aller chez les correspondants, je vais pouvoir faire du vélo, parce qu'elle me dit sur la bande qu'elle va me prêter le sien, ma correspondante. L'enfant, Michael, 5 ans, même âge, même niveau de scolarité, moi, y faire du vélo et dire ça. Et donc, c'est devant cette hétérogénéité extrême que l'on peut se trouver dans les classes, même quand les enfants parlent le français. Donc, les écarts entre les élèves sont considérables. En Belgique, alors là, je vais vous parler de ce que je connais, évidemment, c'est le contexte linguistique. Déjà, nous sommes dans un pays trilingue, officiellement trilingue, mais depuis bien longtemps, on ne parle plus de trilinguisme, on parle de multilinguisme. En 2011, dans les écoles bruxelloises, on recensait 104 langues parlées. Contexte migratoire jusque dans les campagnes, avec les centres d'accueil, avec disons, tous les réfugiés qu'on a connus, syriens, ukrainiens, etc. Donc, pour ces enfants qu'on accueille dans les campagnes, le choc est grand, bien sûr, donc on est bien dans un contexte linguistique complexe. Mais le contexte socio-économique également. 10% de la population francophone belge est analphabète. Ce sont des chiffres de 2018. La pauvreté touche 1 enfant sur 4 en Wallonie, mais 2 sur 5 à Bruxelles. Et j'avais repris dans les éditions de La Cigale une citation de Adams en 1990. Les enfants des familles favorisées bénéficient de 1500 heures de lecture interactive avant d'entrer à l'école maternelle, contre 25 heures pour ceux des familles défavorisées. Et donc, un auteur qui m'a beaucoup inspiré, c'est Bernstein, dans les années 70, qui parlait du code restreint et du code élaboré. Donc, code restreint, tous les deux s'apparentent à la même langue, mais c'est des niveaux langagiers, des niveaux de maîtrise langagière qui sont extrêmement différents. Une recherche extrêmement intéressante a donné un petit peu le coup d'envoi à la réflexion en 2011. Elle a été faite en Fédération Wallonie-Bruxelles par la Fondation Roi-Baudouin. Elle s'appelle « Gaspillage de talent ». J'aime beaucoup le titre de cette recherche. Et qui affirmait, cette recherche, une des principales causes de l'échec des élèves issus de milieux défavorisés, migratoires ou non, allophones ou non, est leur connaissance trop approximative de la langue de scolarisation. Donc, en fait, on élargit la question.
Donc, une définition opérationnelle. En fait, quand j'ai quitté ma classe, quand je suis devenue conseillère pédagogique, j'étais confrontée à ce multilinguisme présent dans Bruxelles et on était clairement dans l'accueil des enfants primo-arrivants, l'accueil des enfants allophones. Et donc, le FLESCO, très clairement, était une langue sur objectif spécifique. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'enseigner le français à des non-francophones pour les aider à intégrer un cursus scolaire ou universitaire. Ça, c'est la définition originelle du FLESCO. Les concepts qui relèvent de la didactique des langues étrangères, c'est donc bien le FLE, français langue étrangère, ou langue seconde, FOS, français sur objectif spécifique, français langue de scolarisation, et donc étaient concernés quasi exclusivement des enfants allophones, des élèves allophones, et donc la réponse était apportée essentiellement par des enseignants qui étaient formés en didactique de français, en didactique français langue étrangère. Et puis au fil du temps, au fil des 20 ans d'expérience que j'ai eue personnellement dans les écoles bruxelloises, on a commencé à changer un peu de regard sur cette définition. Et la prise de conscience est très élargie. C'est-à-dire que, en me basant sur les travaux de Volmer au Conseil de l'Europe, et Kuhn Minks, qui est un linguiste très connu du côté anglophone, en fait, on distingue davantage des zones de langage qui sont des zones d'usage langagier qui sont très différentes dans l'école. Alors, il y a évidemment la langue de communication, c'est la langue avec laquelle je rencontre les autres, je rencontre les élèves de ma classe, je rencontre les copains, je rencontre les enseignants, je rencontre le personnel d'entretien. C'est la langue avec laquelle je communique familièrement dans la classe. C'est la langue des apprentissages qu'en Belgique, on a choisi de nommer FLA, français langue des apprentissages, pour justement faire cette distinction entre la langue véhiculaire globale et la langue qui est vraiment collée au cours et des disciplines. Et ensuite, il y a même une langue administrative qui concerne les rapports d'élèves, les règlements d'ordre intérieur, les horaires, etc., c'est-à-dire toute l'organisation scolaire qui draine aussi tout un vocabulaire, des structures particulières, et donc qui est un langage en tant que tel. Et donc, du coup, le regard est déplacé. S'agit-il encore uniquement de penser aux élèves allophones et primo-arrivants? S'agit-il encore uniquement de mettre au travail, j'ai envie de dire, des enseignants qui ont la spécialisation des didactiques français langue étrangère ou français tout court? Ou bien est-ce que cette question est beaucoup plus large? Et donc, il s'est avéré vraiment indispensable de définir ce qu'était le FLESCO, de faire évoluer cette définition. Et là, les travaux de Michel Verdelin-Bourgade m'ont énormément aidé, Bruno Maurer aussi, Marie-Claire Durand, que vous connaissez peut-être. Et en chipotant un peu, je veux dire, tous leurs apports, j'en ai tiré, pour ma part, une définition que je trouve très opérationnelle. Le français de scolarisation, c'est le langage dans lequel, tout simplement, l'enseignant donne cours. Il donne cours de maths, de géographie, d'histoire. Donc, c'est le discours sur les savoirs, le discours des savoirs. L'élève entend, découvre un vocabulaire spécifique, c'est ce que Madame disait, un vocabulaire pointu, quelque chose de très particulier, mais aussi des textes spécifiques, des énoncés, définitions, etc. On entrera dans le détail. La deuxième facette, c'est un langage qui accompagne et qui rend possible la structuration de la pensée. Et cette structuration de la pensée, c'est elle qui va permettre à l'enfant de s'approprier les savoirs. C'est le rapport au savoir qui est important. Bernard Charlot, chez vous, en a longuement parlé. Et là-dedans, il y a différentes opérations mentales. On demande à un enfant de comparer, de justifier, d'expliquer, de faire des catégories. On lui demande aussi d'expliquer ce qu'il a fait, comment il s'y est pris pour. Donc, c'est ce qu'on appelle la métacognition dans le jargon pédagogique, la réflexivité. Et un troisième aspect du langage, c'est celui dans lequel l'élève, on va lui demander d'exécuter toute une série de tâches et de consignes, de réaliser des exercices. C'est aussi le langage dans lequel il va devoir s'entraîner, mais aussi mémoriser les savoirs et les procédures.
Et donc, c'est la phase délicate dans laquelle on va demander à l'enfant, à l'élève, d'agir en autonome. Donc, voilà, c'est le développement de l'autonomie. À un certain moment, il faut le lâcher, il doit se débrouiller seul, justement pour développer cette compétence d'apprendre tout au long de sa vie. On va rentrer plus avant dans cette définition. Donc, d'abord, c'est la langue dans laquelle le prof donne cours. Et l'enfant arrive à l'école, il est dans la classe et il est plongé dans le discours des enseignants, plongé, parfois noyé dans le discours des enseignants. Cela ne va pas de soi pour tous les élèves. En effet, je donne ici quelques exemples de cette complexité de la langue scolaire. C'est une langue qui très très vite, très tôt dans la scolarité, même en maternelle, est une langue abstraite qui fait appel à des concepts. Il pleut, il neige, mais très vite on parle des précipitations hivernales. C'est la polysémie aussi de cette langue. C'est ce que Madame disait avec la première recette, le premier texte de recette culinaire, où suer, par exemple, on fait suer les échalotes, mais suer dans la vie courante, quel est le lien entre les deux? Et donc, dresser la table, dresser une liste, souvent les enfants, ils dressent leur chien. Alors, quel lien font-ils entre dresser la liste des mots invariables et dresser son chien? C'est les petits mots que l'on a tendance à oublier. La différence entre partager 24 billes entre 3 copains ou partager les 24 billes avec les 3 copains. Ces petits mots que souvent on laisse un peu de côté quand on parle de vocabulaire. Combien dois-je ajouter à 4 pour obtenir 9? Regardez la structure même de la phrase, qui n'a rien comme un allant de soi. Il y a les textes et les discours des savoirs. Alors, il y a une condensation d'informations dans des définitions, dans des textes d'auteurs, dans des textes scientifiques. Paris-Bruxelles, c'est combien de kilomètres? Ça, c'est le langage de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais ça devient en classe, quelle est la distance à vol d'oiseau entre Paris et Bruxelles? Ou bien, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct s'il le précède. Donc, on a vraiment là une particularité de la langue scolaire qui l'éloigne fortement de la langue de communication familière. La polysémie, j'y reviens. Voilà un autre exemple. Les enfants vont travailler peut-être la pyramide des âges ou la pyramide alimentaire. Quel lien entre la représentation de la pyramide des âges d'une société et la pyramide aztèque ou égyptienne? Et puis la pyramide en géométrie. Les textes également s'enracinent vraiment dans des contextes spécifiques. On a vraiment une diversité incroyable de types de textes dans la langue de scolarisation. On passe de l'informatif au narratif, on voit des catalogues, des listes, on va traiter du texte d'une encyclopédie ou même les manuels scolaires. Regardez la construction même des manuels scolaires qui est souvent source d'obstacles de compréhension pour les élèves. J'en parlais, la densité des informations, bien sûr, et alors toute cette variété de ce qu'on appelle les systèmes sémiotiques. On fait très vite appel, même en maternelle, à des flèches, à des pictos, à des tableaux, à des références, à des représentations qui sont dessinées, qui sont photographiées. Un dessin n'est pas une photo. Il y a certains enfants qui vont croire que parce que les pictos de l'imagier, la vache a la même taille que le sanglier. Bon, donc, je veux dire, sans avoir ce vécu, devant quoi les élèves peuvent être aussi amenés à faire face, parce que tout simplement, ils n'ont pas le vécu des mots. Donc ça, c'est le premier volet de cette langue de scolarisation. Second volet, c'est cette langue qui va permettre à l'enfant de structurer sa pensée. Donc, on va lui demander vraiment de comparer, de faire des liens, de justifier, d'argumenter. Donc, comme je parlais, on fait appel à la métacognition aussi, d'expliquer ses procédures mentales, par quoi il est passé pour arriver au résultat. Et donc, de nouveau, l'élève, on lui demande, on attend de lui qu'il s'exprime, pas seulement qu'il comprenne, qu'il soit dans une langue passive, mais dans une langue active. Et là, je vous laisse de nouveau un petit exercice, juste. Voilà, je vous invite à lire.
nous parlons le français. Donc je pense que pratiquement tous ici, vous avez compris de quoi il s'agissait et vous avez pu comprendre partie du texte. Maintenant, on passe au suivant. Je suis professeur en classe d'italien et je demande che tempo fa nel Nord Italia. Allez-y, répondez en italien, bien sûr. Oui, vous avez compris le gros du texte. Mais entre le comprendre et le reformuler, là, j'ai beaucoup de professeurs de langue ici devant moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout le chemin que l'enfant doit faire pour pouvoir s'exprimer à son tour. Et c'est là, voilà 2 autres exemples. Ce sont des enfants qui étaient en CM2, au niveau CM2, leçon de mathématiques sur les équivalences de fractions. Ils sont dans une école francophone de Bruxelles depuis leur maternelle, leur classe maternelle. Mais voilà comment en CM2, ils s'expriment à la fin de la leçon de mathématiques. J'ai appris que les formes peuvent avoir la même fraction, un rectangle et un carré peuvent avoir un huitième, un quart, un demi, 2 quarts. Ou Mathias, un triangle rectangle peut rentrer dans un carré en pliant, découpant et collant avec le petit bout, ça forme un carré. Ces enfants sont depuis 6 ans dans une école francophone. Qu'est-ce qui s'est passé au fil de ces 6 ans pour que les enfants s'expriment encore de cette manière? Et en classe, on demande toujours de reformuler. Petit Pierre les avait rencontrés au cours d'un long voyage. Qui Pierre a-t-il rencontré? Justifie ta réponse. Un travail d'exposé autour du requin. Alors, on a des flashs, on a des choses très courtes, comme longueur 12 mètres. Oui, mais l'enfant, devant la classe, va devoir dire « le requin a une longueur totale de 12 mètres ». Donc, en fait, il doit de nouveau transformer l'énoncé en quelque chose de plus complexe, de plus complet. Présente-nous le requin. Ensuite, en maternelle, l'enseignante avait fait dessiner des escargots et elle demandait aux enfants de 5 ans quel était l'escargot qui ressemblait le plus au véritable escargot qui se trouvait dans le vivarium. Donc c'est une histoire de spirale, la manière dont l'enfant a construit sa spirale. Et donc vous imaginez, pour un enfant de 5 ans, la tâche est loin d'être simple. De même, voilà, on a un ensemble de solides géométriques. Donc là, on est dans une classe de CM1, en 24 élèves, dont 21 parlent peu ou pas du tout le français en famille. Donc tous ces élèves baragouinaient le français, mais en famille parlaient une autre langue. Et donc venaient à l'école, et l'école était le seul lieu où ils entendaient parler le français. Et donc, l'enseignante, l'institutrice, avait demandé de choisir un solide, ensuite de le décrire de manière précise pour que les élèves des autres groupes puissent deviner, puissent reconnaître le solide choisi. Comme description du solide, nous avons, il a des surfaces, il est rond, il a 2 faces planes, il a une face courbe, mais il y a contradiction entre le une et le S de face, et il n'a pas de sommet. Or, à la fin, à l'entrée du collège, le type de définition attendu serait plutôt « le cylindre est un solide limité par une surface courbe, par 2 faces planes. Les 2 surfaces planes sont parallèles et isométriques. » Je reviens à l'interpellation de Madame. À qui s'adresse-t-on avec cette définition quand on compare l'élève qui s'exprime en disant « il a des surfaces, il est rond, etc. » et puis la définition attendue 3 ans plus tard. Et donc, c'est vraiment tout ce travail qui doit forcément s'installer dans la durée et qui est un travail de traduction progressive à partir, comme Mireille Brigaudio le dit souvent, à partir du déjà là de l'enfant, à partir de la zone proximale de développement de l'enfant. Donc, comment d'abord on va parler autour de cette observation avec une langue orale, mais déjà plus structurée, plus construite, plus riche, pour petit à petit amener l'élève à s'exprimer dans la définition standard du cylindre. Le travail ne manque pas.
Donc, en fait, ce qu'on a ici, oui, je voudrais y revenir, c'est vraiment cet aspect du langage qui relève de ce qu'on appelle la scripturalité du langage scolaire. C'est-à-dire que souvent, l'enseignant parle comme on écrit, plus que parler comme on le fait dans la vie de tous les jours d'une façon familière. Et comme un enseignant, surtout je pense aux instituteurs qui ont les élèves toute la journée, on passe d'un moment de cours à un moment familier, à un moment d'échange familier. Donc on passe d'un niveau de langue à un autre. Mais un enseignant ne peut pas toujours s'observer dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il a beaucoup d'élèves devant lui. Et donc, c'est vrai qu'on change de registre à longueur de temps et l'enfant s'adapte et voyage au fil de ces différentes expressions. Et donc voilà, quel mot, quelle structure de phrase est-ce que l'élève doit utiliser pour ses usages spécifiques? Comment est-ce qu'on va dire à l'enfant? Comment s'y prendre pour catégoriser? Comment on fait pour justifier? Quels sont les mots qu'on utilise pour comparer? Enfin, le troisième aspect du FLESCO, c'est la langue dans laquelle l'enfant doit développer sa propre autonomie en comprenant les consignes, les exercices, en effectuant seul les tâches, en organisant les différents savoirs, les procédures pour les mémoriser et en gérant les temps d'évaluation avec le stress supplémentaire de l'évaluation. Et donc voilà le type de texte qu'on peut avoir, c'est illisible ici parce que c'est trop petit, mais pour vous donner la densité d'informations, un élève de 13-14 ans qui se retrouve à la maison à devoir étudier sa leçon d'histoire. Donc, comment faire, comment comprendre, comment structurer, comment retenir. Un examen, à l'examen donc de fin à 15 ans chez nous, de mathématiques, ben voilà exactement le type d'exercice qu'on demande à l'élève. Et donc, qu'est-ce qui pose problème? Ben, il n'y a pas que le vocabulaire qui pose problème. Non. Il y a, bon, de nouveau, cette polysémie, quelle est la construction? Correspondre, qu'est-ce que ça veut dire? Effectuer une construction, bon, telle que AC égale BC, donc il y a toute la symbolique mathématique, il y a l'utilisation de pronoms, il y a l'utilisation d'adjectifs, il y a l'utilisation de mise en crochet, et donc ce sont tous des symboles auxquels l'élève aura dû s'adapter et apprendre pour pouvoir répondre. Et donc, face à tout ça, on peut se dire, mais quand on voit les classes, la panoplie des classes, bon, moi j'ai visité beaucoup de classes dans lesquelles presque 80% d'élèves étaient des francophones vulnérables, voire parfois la totalité dans le centre de Bruxelles. Où est l'urgence? Où est l'urgence? On n'est pas des magiciens. Bon, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité, avec en plus la charge des programmes qui est importante. Et donc, c'est vraiment là, et on en discutait encore ce matin avec tout ce qui se passe comme réflexion au niveau de l'école en France. Hein, vous parlez de groupes de niveau, je sais qu'il y a beaucoup de tensions autour de tout cela. Et c'est vrai que les écarts entre les maîtrises, les niveaux de maîtrise langagière dans les classes sont très importants. Or, le professeur, même à partir de l'école maternelle, ben, si je regarde le discours d'une institutrice de maternelle, c'est un discours qui s'apparente à un niveau de langue B2 dans le certificat européen des langues, donc avec les différents niveaux de langue, on est à B2, alors que beaucoup d'enfants, eux, restent au niveau de A1, voire peut-être même encore avant le A1, ou intermédiaire. Et donc, le challenge, le défi que doivent relever les enseignants dans leur classe, de pouvoir combiner cette hétérogénéité et faire avancer tous les élèves. Voilà. Peut-être 2 petites minutes, oui, de réaction. Vous avez envie déjà de dire quelque chose par rapport à cette première présentation? C'est toujours un peu difficile comme ça parce qu'on reçoit le discours, on reçoit l'information, mais peut-être juste à chaud, une envie de réagir déjà. Oui, madame. Est-ce que vous entendez? On parle de l'élève qui doit s'adapter à un discours scolaire qui lui est donné. Il y a aussi une autre tendance qui est d'adapter le discours qu'on donne aux élèves dans le sens de tout ce
qui est inclusif. Par exemple, vous nous avez montré une double page de texte à apprendre en histoire. Pour moi, c'est une page de texte qu'on ne devrait pas donner à l'élève. Donc, on réfléchit dans le cadre de l'établissement où je suis à une sixième où les élèves sont regroupés parce qu'ils ont des compétences cognitives estimées comme correctes parce qu'ils se réussissent en maths, mais qu'ils ont des difficultés en français parce qu'ils sont souvent français langue seconde. Et effectivement, les collègues réfléchissent à apporter des textes qui, au niveau du contenu et de la densité, restent corrélés aux assemblées de sixième, mais qui, par ailleurs, ont une présentation, vont avoir des formes verbales, des discours qui vont être adaptés à nos élèves. Et je trouve que la question n'est pas seulement celle d'amener nos élèves vers quelque chose, mais aussi celle de réfléchir à ce support sur lesquels on les fait travailler. Oui. Je dirais qu'il y a un double mouvement. Et c'est l'adaptation. Et quand on dit adaptation, je trouve que c'est, on nous dit toujours, oui, mais les discours attendus ne sont pas ceux-là. C'est un des échanges fréquents qu'on a. Ce que l'on attend, ce qui est dans les livres, c'est bien ce discours-là. C'est le discours écrit en calypse sur du A4. Et donc, c'est cette question que je trouve très importante. Oui, et elle est très profonde, hein, parce que déjà rien que spontanément, enfin moi je me suis observée parlant, moi, en tant qu'enseignante, dans des classes avec des enfants francophones vulnérables, et malgré tout ce que je vous raconte là et dont je suis convaincue, je m'observais transformer mon langage, de façon à ce que les enfants me comprennent. Et du coup, je disais, attention, alors, il y a adapter ou il y a baisser de niveau. Donc, comment est-ce que j'adapte tout en conservant la rigueur, l'exigence attendue? Donc, c'est très fatigant, c'est pas évident du tout, et c'est un vrai travail et une vraie réflexion à avoir. Et vous avez tout à fait raison. Là, j'étais vraiment du côté du professeur, donc de l'élève qui doit vraiment s'adapter à cette langue de scolarisation. Et donc, comment l'enseignant, lui, va travailler, ce sera le propos de la partie du discours qui vient maintenant, de l'exposé qui vient maintenant. Que fait le professeur? C'est comment va-t-il pouvoir gérer cette situation qui est loin d'être simple? C'est-à-dire tous les documents administratifs sont strictement incompréhensibles pour la plupart des personnes, enfin des usagers. Donc, à partir du moment où la plupart des usagers doivent demander de l'aide pour faire valoir leurs droits, faire des démarches, il me semble que le discours n'est pas adapté, même si c'est celui de l'institution qui édite le document. On retient en tout cas l'intervention parce qu'elle est vraiment importante, elle est au cœur de notre travail. Donc, je pense, merci beaucoup. Une autre réaction de votre part? On continue? Oui? Ok. Alors donc, est-ce que le FLESCO sens... Oui, madame. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu. Alors, ah oui, vous êtes derrière la caméra. Ça, c'est grave quand même. Oui, oui, madame. Vous introduisez la suite du discours. C'est magnifique. Merci, madame. Donc, le FLESCO, est-ce que ça s'enseigne? Entre polyvalence et spécialisation, ben, qui fait quoi? Qui fait quoi? Comment intégrer le FLESCO à l'enseignement, apprentissage des élèves? Donc, ce sera la deuxième partie de mon propos. Voilà. Alors qu'une Minx disait, d'abord, oui, Bourdieu, l'école exige des élèves une compétence alors qu'elle ne l'enseigne pas. C'est vrai qu'on s'attend à ce que les enfants, petit à petit, depuis la maternelle, intègrent progressivement les codes scolaires, y compris les codes linguistiques scolaires. On pense que ça va se faire. Une immersion que j'appellerais plutôt un bain d'orteils.
Il faut abandonner la conception naïve selon laquelle la langue de l'école correspond simplement à un registre plus ou moins familier, émaillé de termes techniques, empruntés à un champ spécifique de connaissances. L'apprentissage de la langue de scolarisation dépasse largement l'acquisition des termes techniques des différentes matières ou programmes. Il s'agit plutôt de passer de l'énonciation au texte, au sens premier du terme. La scolarisation, c'est un processus dans lequel on enseigne aux enfants à parler un langage écrit. Donc, je reviens à ce terme de scripturalité du langage scolaire. Et on leur demande de produire à l'oral comme à l'écrit des textes toujours plus explicites, précis, rigoureux. On est bien là dans l'attente, hein, la demande. Qu'est-ce qu'on leur demande? On attend quoi des élèves? Dans lesquels la langue est de plus en plus capable d'opérer comme une représentation sans ambiguïté de sens. Apprendre aux élèves à employer le langage académique revient à élargir leur répertoire, à favoriser leur éveil, à les aider à faire des choix linguistiques appropriés. Alors, quand je pense à ça, j'ai toujours en tête le paysage d'une classe avec toute son hétérogénéité. Et donc, je reprends excusez-moi. Le FLOSCO, donc, je reprends les différentes spécificités, les différents aspects. C'est la langue dans laquelle l'enseignant donne cours de maths, de géo. Donc, l'idée, ce sera comment, face à ces exigences de matière disciplinaire, aider l'élève allophone ou francophone vulnérable face à la complexité du discours. Comment est-ce qu'on va faire pour les aider à entrer, à s'approprier les concepts, à entrer dans le discours disciplinaire? Comment va-t-on faire? C'est la langue par laquelle l'élève va construire sa pensée, comprend ce qu'il apprend. Donc, comment est-ce qu'on va soutenir la reformulation de l'élève? Comment aider chacun à verbaliser ses démarches? Donc, qui va faire cela? C'est la langue dans laquelle l'élève va devoir exécuter les consignes ou les exercices. Mais comment va-t-on aider? Quel travail langagier va-t-on produire en classe et qui va le faire pour comprendre les tâches, les consignes, les exercices? Comment va-t-on l'aider à restituer ce qu'il a appris? Quels sont les outils qu'on doit lui donner pour cela? Et donc, voilà, me semble-t-il, une façon de modéliser les champs d'action et de se positionner chacun par rapport à ses compétences professionnelles. Et j'y reviendrai, mais par rapport à mes compétences professionnelles, où est-ce que moi, j'ai des outils pour agir sur le terrain? Donc d'abord, évidemment, et l'école n'est pas encore toujours dans cette ligne-là, il faudrait idéalement, si on veut que les enfants développent le langage, il faut idéalement que les enfants aient l'occasion de pratiquer le langage. Donc ça veut dire qu'une des premières choses, c'est comment, avec une classe de 30, je vais faire de cette classe une communauté où on ose parler, où on peut prendre la parole et où tout le monde peut l'apprendre, où tout le monde a des occasions de l'apprendre. Donc, créer la confiance qui va faire que l'enfant ose prendre la parole devant ses copains, même s'il a des accents à couper au couteau. C'est diagnostiquer les besoins. Face à l'hétérogénéité des classes, c'est de se dire, mais mon Dieu, quels outils est-ce que moi je vais avoir pour retenir les besoins des élèves, pour les diagnostiquer? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais planifier mon année? Comment est-ce que je vais organiser ma classe pour pouvoir y arriver? Qui va faire quoi de nouveau? Puis ensuite, quand je prépare ma leçon, quand je prépare mon cours de maths ou d'histoire ou de géo, c'est comment je vais me poser la question de dire, tiens, je travaille des mathématiques, mais quels sont les mots dont les élèves auront besoin pour parler de ce langage particulier? C'est quelque chose, moi j'ai enseigné pendant 25 ans, j'étais institutrice, rarement je me suis posé cette question en préparant un cours d'histoire. Je me posais des questions par rapport au contenu que j'allais enseigner, comment j'allais le faire passer à mes élèves, mais je n'ai pas posé un regard sur le type de texte que j'allais utiliser et sur les difficultés langagières que les enfants risquaient de rencontrer. Donc, puisque c'est un travail qui prend du temps, c'est de s'assurer la continuité. Ce n'est pas en un an qu'on peut s'assurer que les élèves, et particulièrement les allophones, vont maîtriser ce dont ils ont besoin pour être en classe. Là, il faut pas rêver. Et ensuite, c'est organiser l'enseignement pour rendre ces réflexions possibles, c'est-à-dire, oui, faut-il faire des groupes
de niveau, comme vous les appelez, ou comme nous, on a plutôt tendance à dire groupe de besoins, mais quelque part, on met la même chose derrière des mots différents. Comment faut-il différencier? Quel est le temps nécessaire? Quel est le modèle engagé des enseignants? Nous avons quand même un sacré problème, en tout cas en Belgique, parce que dans un milieu aussi multiculturel, avec la formation des enseignants, l'arrivée d'enseignants en classe, mais qui eux-mêmes ne maîtrisent pas toujours très très bien la langue française, c'est de se dire, mais comment va-t-on pouvoir gérer ça? Et donc, c'est clair que je me défends d'avoir un discours qui culpabiliserait. Au contraire, ce que je veux mettre en avant, c'est que vraiment le monde, le champ professionnel dans lequel on travaille est d'une très très grande complexité. C'est vraiment pas évident de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et donc là, effectivement, j'aimais assez bien cette distinction de pouvoir se dire, mon Dieu, j'ai 30 élèves, ils sont tous différents. Donc ça veut dire que si je dois différencier, je dois faire 30 projets individuels. Non, ça c'est tout à fait impensable. Donc, c'est de se dire, malgré les différences de parcours de mes élèves, je peux quand même globalement faire 4 groupes distincts, avec des besoins spécifiques. Donc, par exemple, j'ai José, qui est français, issu d'un milieu tout à fait, disons, favorisé, et bon, voilà, qui a une enfance avec des livres, avec des parents soutenants au niveau du langage. Et donc, il est apprenti lecteur, il s'en sort bien. Donc, on a un élève là qui est dans un code élaboré, un élève francophone. C'est une catégorie d'enfants qu'on a bien sûr dans nos classes. En tout cas, peut-être pas toutes les personnes qui sont ici, mais en tout cas, une institutrice, oui. Il y a des élèves qui sont issus de milieux favorisés, je pense aux institutions européennes que vous avez à Strasbourg, qui parlent à la maison l'anglais, l'espagnol, voilà, le roumain, le suédois, et qui, la Suède, enfin, bref, mais qui sont vraiment élevés, éduqués, stimulés dans une langue qui est proche, qui connaît tous les codes de l'école, en fait. Donc, ces enfants grandissent dans un anglais, un roumain, un espagnol, un portugais, mais qui est un code élaboré de leur langue. Et donc, c'est sûr que pour ces allophones-là, le passage de la langue de la famille à la langue de l'école, bien sûr que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et des efforts. Mais globalement, ça va se passer, en général, assez vite et assez bien. Puis, on a tous ceux qui sont apparentés au code restreint. Là, on a par exemple Sarah, qui est francophone vulnérable. Elle vient d'un milieu où on parle le français, mais un français qui est vraiment très, très aléatoire, ou en tout cas très éloigné des codes de l'école, beaucoup plus pratico-pratique, dans l'urgence du quotidien, parce que papa est au chômage, parce que maman est malade, enfin, parce qu'il y a plein de petits frères, de petites sœurs qu'on habite dans une cité. Et donc, on n'a pas cette stimulation littéraire que d'autres auraient pu avoir. Donc, on n'est pas du tout préparé au langage de l'école. Et le profil le plus vulnérable, j'ai envie de dire, ce sont ces enfants qui cumulent à la fois l'origine précarisée de la famille, mais aussi une langue étrangère, et parfois ils précarisés dans leur langue étrangère aussi. Donc, c'est-à-dire avoir parfois des mixtes de langues, des fossilisations linguistiques qui font que là, ils n'ont pas de référence linguistique, langagère structurée. Et donc, ces enfants-là n'ont que l'école pour construire un langage de référence. Et là, c'est sûr que c'est un travail considérable qui demande une spécialisation. Je pourrais refaire le même type de catégorisation en 4 groupes, des élèves qui sont plus âgés, en sachant que des élèves qu'on n'a pas pu accompagner depuis la maternelle ou tout au long de l'école primaire, cela va être d'autant plus difficile au collège parce que les matières vont se complexifier, que l'exigence scolaire va être plus complexe. Donc, si ces enfants n'ont pas pu profiter d'un accompagnement sur le langage préalable, c'est sûr que ces enfants qu'on va accueillir à 13, 14, 15 ans et qui n'ont pas eu cet accompagnement vont avoir des difficultés considérables à entrer dans la langue de l'école. Oui? Oui, alors je pourrais rentrer dans les détails des... Non, non.
Mhm. Et les endroits où on va avoir plus d'élèves de la catégorie située à droite ou à Vous voulez dire dans les répartitions d'élèves dans les classes? Oui, dans oui, les endroits. oui. Alors le gros problème, bon, comme on l'a dit en introduction, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Changement pour l'égalité. Ça fait des années qu'on essaye de voir un peu plus de mixité sociale dans les écoles. C'est extrêmement compliqué. On commence à avoir les mêmes dérives qu'en France, c'est-à-dire la carte scolaire, bon, etc. Donc les parents ne souhaitent pas cette mixité parce qu'ils ont l'impression que c'est plutôt le langage, enfin disons, c'est plutôt les enfants en difficulté vont plutôt déteindre sur le niveau de leurs propres enfants. Et donc, il y a des discussions, il y a des tensions très, très fortes. Et donc, c'est vrai qu'on a vraiment ce qu'on appelle des écoles ghetto, à Bruxelles surtout, où la population centre-ville est très, très précarisée. Donc, même en école de voisinage, il n'y a pas d'école de voisinage qui peut offrir un milieu plus mixte, plus hétérogène. Et donc, forcément, par la force même de la répartition dans la géographie de la ville, on a des concentrations d'enfants à très grosses difficultés. On essaye de forcer les portes et d'essayer de mixer davantage parce qu'on y croit, mais c'est très compliqué. On pourra revenir à ça, donc voilà. Donc voilà, diagnostic, ben forcément, il va y avoir des réponses différenciées. Et là, je crois qu'on ne peut pas seul agir. Je veux dire, vous êtes beaucoup ici à donner des cours de français aux élèves allophones, à avoir une formation de professeur de français ou de français langue étrangère. Mais c'est sûr que seul, même si vous avez vos élèves plusieurs heures semaine, si quand ils rentrent en classe, il n'y a pas également cette vigilance à toute la problématique langagière au niveau des cours, c'est très compliqué. Donc, il faudrait vraiment pouvoir mobiliser, et là, le travail des conseils pédagogiques, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs des écoles, c'est très important pour, d'après moi, et la formation initiale aussi des enseignants, c'est de pouvoir vraiment développer son métier avec une perspective de collaboration et de complémentarité des compétences professionnelles. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'un professeur de FLE, de FLS ou de français tout court peut apporter à un titulaire qui est plutôt dans la polyvalence, qu'est-ce qu'un instituteur qui est dans la polyvalence peut amener à un professeur. C'est vraiment cette rencontre entre les différents métiers du terrain scolaire. Alors, selon le Conseil de l'Europe, déjà en 2010, c'est très clair, c'est que tous les enseignants sont des enseignants de langue, au sens où ils connaissent les exigences de leur matière et les stratégies appropriées de soutien linguistique. Oui, c'est pas si simple. Donc, je ne sais pas quel est le temps. Oui, je vais peut-être transposer la vidéo que je comptais vous voir, mais qui prend quand même une dizaine de minutes. On la reverra cet après-midi. Mais je voudrais déjà vous dire que par rapport à ça, c'est vrai que les enseignants avec qui j'ai eu la chance de travailler sont des enseignants qui ont fait preuve d'énormément de créativité, parfois dans des contextes professionnels qui sont difficiles. Quand on a 24 élèves et qu'on est seul, qu'on n'a pas de soutien pédagogique en dehors, pas de professeur FLE ou pas d'ASPA dans l'école, d'ASPA, c'est-à-dire la structure qui, chez nous, accueille les enfants primo-arrivants, les allophones. Bon, ces classes d'ASPA ne sont pas très nombreuses, malgré la population allophone qui est accueillie à Bruxelles. Et donc, beaucoup d'enfants allophones se retrouvent dans des classes de 24-25 élèves. Parfois, en milieu de l'année scolaire, ils arrivent complètement perdus après des parcours très chaotiques. Et il faut pouvoir accueillir ces enfants-là. Donc, on est vraiment devant des choses très, très compliquées. Et cette enseignante, bon, elle a vraiment, qui travaille en cours élémentaire ou CM1, je ne sais plus, en CE1. Donc, elle a vraiment imaginé des structures dans sa classe, et c'est ce que nous verrons cet après-midi, une structure très répétitive, modeste, qu'elle savait pouvoir, elle, mener sans s'épuiser. Et donc, pour pouvoir vraiment se donner des objectifs précis et structurés de façon à faire progresser tous ses élèves. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir écouter, je crois que c'était un peu l'invitation qu'on vous faisait au début de cette matinée, c'est que quand il y a des enseignants, et il y en a dans les écoles, qui ont, je veux dire, cette intuition pédagogique, qui exercent, qui réalisent des choses dans leur classe,
c'est vraiment pouvoir inviter ces gens à sortir de leurs quatre murs et à partager ce qu'ils font. Alors, ce ne sera peut-être pas la solution que vous allez retenir, mais de solution en solution, d'exemple en exemple, on finit par se construire ses propres moyens, ses propres chemins, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ce sera donc pour cet après-midi, voilà. Donc là, l'invitation, ce sera après la pause de s'essayer, de s'essayer. J'ai pas d'ambition particulière, ce que j'attends, c'est pas du tout une leçon construite, une démarche construite, pas du tout, mais c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de thématiques qu'on va vous proposer, que vous risquez de rencontrer dans les classes. Alors, après donc la pause, il y aura 5 ateliers. On va vous inviter à vous inscrire sur des fiches donc, que Madame Paul a préparées. Alors, il y a un atelier en discipline mathématique autour du sens de la soustraction. Il y a un deuxième atelier, c'est plutôt des sciences, et c'est autour du cycle de l'eau. Il y a un troisième atelier, ce seront les arts, peindre son autoportrait à la manière de. Ensuite, il y a un atelier 4 qui va traiter de la discipline histoire, où là, on va plutôt inviter les élèves à émettre des hypothèses par rapport à des documents photographiques. Et enfin, de nouveau, un atelier mathématique, où on demande un classement de figures géométriques. Et donc, l'idée, c'est ensemble, vous serez par groupe de 10, d'abord dans une première partie de l'atelier, pendant à peu près, je crois, 45 minutes. Vous serez réunis à 10. Et à 10, l'idée, c'est de s'imprégner de la situation qui est proposée et d'essayer d'échanger entre vous ce que vous pressentez comme difficulté à anticiper de la part des élèves. Dire, tiens, que ce soit des allophones ou des francophones vulnérables, mais ça peut être des allophones primo-arrivants. Quel type de difficultés ces élèves vont devoir surmonter par rapport à quand ils retournent dans leur classe d'âge? Alors, vous pouvez imaginer ces thématiques à tous les niveaux de la scolarité. J'ai essayé de choisir, en fait, des thématiques qui en fait, se travaillaient déjà en maternelle, mais jusqu'au collège. Donc, je crois que, mais en se complexifiant. Donc, vous pouvez vraiment aborder les âges, voir en continuité, comment ça pourrait se développer, mais sentez-vous libre de vraiment explorer selon votre envie, votre intuition, les questions que vous vous posez. D'imaginer éventuellement des pistes pour intervenir auprès des élèves, pour les aider à s'approprier petit à petit le langage de cette thématique, le langage de cet apprentissage ciblé. Donc ça, ce sera cet atelier. Donc d'abord 45 minutes à 10, puis on va, en fait, les ateliers sont tous doublés. Donc on va réunir 2 ateliers 1, 2 ateliers 3, 2 ateliers 4, et on va vous demander de produire un slide pour cet après-midi. Et cet après-midi, donc de présenter le slide à l'ensemble des personnes, des participants à cette journée. Et puis moi, je vais arriver encore avec des analyses, avec des exemples pour, disons, illustrer encore des possibles chemins à emprunter pour trouver des solutions. Voilà.